Ok. Donc la première question, c'est peut-être quelles études tu as fait D'accord. et comment tu as commencé à travailler dans le développement et puis après comment tu es D'accord. arrivé à ta première évaluation. Donc les études, ça fait des études d'économie et à l'université de Pampelune. Et après, j'ai fait aussi des années à l'étranger, une ici en Belgique, c'est toujours de l'économie, et après une autre à Paris, à Mhm. l'ESSEC, c'est une école de commerce. Et juste après, c'est vrai que je n'ai pas commencé à travailler dans le développement, j'ai commencé à travailler dans le secteur financier, des banques, pas des banques normales, des banques financières. Donc j'ai travaillé au BBVA ici à Bruxelles et après au Bank of New York. Et tout d'un coup, un ami qui a travaillé avec moi à la banque, il a commencé à travailler pour Eptisa, c'est une entreprise de consultance comme IBF, plus Mhm. ou moins. Bon, en fait, c'est une entreprise d'ingénieurs, mais qui fait aussi beaucoup de projets de coopération et de développement. Ok. Donc lui, il m'a dit, bon, et on a gagné un projet de monitoring and evaluation avec l'Union européenne et on a besoin de quelqu'un pas pour faire l'expert d'évaluation, sinon pour le bureau de Bruxelles, pour la gestion financière du contrat, parce que c'était un gros contrat. Donc ça c'était un peu la porte d'entrée on va dire, dans des contrats de coopération et de Ok. développement, plutôt dans la partie gestion des projets. Donc, une fois que j'ai commencé dans la gestion du projet, j'ai commencé aussi à faire des cours internes, on va dire, aussi pour connaître un peu les sujets du contrat, que c'était le monitoring and evaluation. Mhm. Donc, comment ça fonctionne, on va dire, les évaluations à la Commission européenne, les différents critères et tout. Donc, tu commences à apprendre un peu comment est-ce que ça marche, une évaluation, une monitoring, que c'est une espèce d'évaluation express plus courte. Et donc, après, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2 ans que ça fait le project manager du contrat du ROM. Et ça commence à faire aussi des missions comme expert junior. Donc, ça, c'est un peu la porte d'entrée, Ok. on va dire. Au développement, c'était comme un project manager et aux évaluations, monitoring, c'était après 2 ans de project management pour Eptisa que ça commençait à faire des missions d'évaluation et monitoring. Ok. Et ta première évaluation, du coup, ça s'est fait comment? C'est toi qui as postulé ou on t'a proposé de le faire ou... Bon, c'était plus facile parce que moi j'étais le gestionnaire du contrat pour faire des évaluations, donc je pouvais me placer dans des missions. Donc je ne pouvais pas postuler parce que c'était moi l'équipe qui était Ah oui, à oui, oui. EPISA, qui en choisissait les experts. Donc j'ai commencé à regarder un peu les missions. Et à l'époque, la Commission européenne, il y avait un système que les juniors pouvaient aller avec un senior pour commencer à apprendre. Donc la première mission, en fait, c'était en Bolivie. Mhm. Et moi, je m'ai placé comme junior et j'ai fait l'évaluation de 2 projets avec un senior. Donc là, après, ça dépend un peu. Parfois, tu étais là seulement pour écouter. Et ça dépend un peu du senior. Et parfois, il y avait des seniors qui te disaient non, attends, moi je vais aller à cette réunion, tu vas essayer d'aller dans cette autre réunion toute seule, tu vas demander ça, ça. Il faisait un peu du mentoring. Ouais, ouais. Donc, moi j'ai eu de la chance parce que la première mission c'était avec le député team leader du contrat. Donc, la personne que je connaissais très bien parce qu'il travaillait Mhm. avec nous. Donc, vraiment, il m'a donné beaucoup de training. Il me voyait à quelques réunions toute seule, on faisait des réunions ensemble, on préparait des réunions, comme ce que tu dois demander, comme ce que tu dois conduire la conversation avec les bénéficiaires. C'est pas la même chose avec un bénéficiaire qu'avec c'est pas les ministres ou des choses comme ça. Donc en fait, ça n'a pas eu
ça n'a pas postulé à un poste. Je ne suis pas placé moi-même dans sa mission parce que moi j'étais le gestionnaire du projet. Et tu avais déjà eu des formations sur l'évaluation alors ou tu as appris sur le terrain? Non, j'avais eu des formations avant avec EPTISA, après des petits cours qui organisent parfois aussi la Commission Ouais. européenne, par rapport aux critères, comment est-ce que tu dois remplir un rapport. À ces moments-là, pour les Roms, il y avait aussi des templates du rapport du BCS, que c'était les Background Conclusion Sheet. Ouais. Donc c'était une espèce de Excel avec beaucoup de questions pour chaque critère, qu'après ça t'aidait beaucoup pour faire un synthesis du rapport d'évaluation du monitoring. Donc, mais c'est vrai que ça n'a pas fait des cours, un master d'évaluation, quelque chose comme ça. C'était des cours en interne et après sur le terrain. Ok. Et comment s'est passée du coup la première évaluation? Bon, la première, c'était assez facile parce que c'était avec quelqu'un. Donc, en fait, ça fait 2 missions avec 2 seniors. Donc, la première, c'était en Bolivie. Et après, la deuxième, c'était où? Ah, en Argentine et Chili. Donc, aussi, c'était plus facile pour moi parce que c'était en espagnol tous les deux. Ouais. Donc, pour la langue, c'est plus facile. Et donc on a fait l'évaluation des 4 projets, deux au Bolivie et 2 au Chili argentin, parce que c'était des projets transfrontaliers. Ouais. Donc là c'était plus facile, mais ils m'ont donné beaucoup de responsabilités. Bon, à la fin, la responsabilité c'est du senior, mais ils m'ont laissé écrire les rapports et après, bien sûr, ils ont fait des quality control, ils ont changé toutes des choses. Mais en t'expliquant, oui, ici on doit s'en sécher, on ne peut pas parler d'une façon, tu ne peux pas donner ton opinion, ça doit être un peu plus. Objectif. Tu dois justifier tous les. Tu peux donner ton opinion, mais ça doit être justifié. Donc, et après ça, la première évaluation que j'ai faite toute seule, c'était au Pérou. Parce qu'en fait, je devais aller avec un autre senior, donc c'était une mission préparée pour coaching. Mais bon, il avait un junior qui partait tout seul qui est tombé malade, donc au lieu d'aller avec le senior, ça a pris des projets de cette autre personne qui est tombée malade. Et bon, c'est très bien passé. C'était des projets, bon, pas de mon domaine, mais finalement c'était des petits projets de ONG. Donc, le feedback de la commission c'était très bon. C'est vrai que c'était 2 projets qui marchaient très bien, donc c'est toujours plus facile parce que c'est plus difficile quand tu dois être un peu critique. Ouais. Mais non, très bien. Et ça, c'était la première mission. Et comment ça se passe en général les évaluations avec les bénéficiaires, je veux dire avec les gens sur place ou les bénéficiaires et peut-être ceux qui ont créé le projet, ceux qui travaillent quotidiennement sur le projet? Oui, bon, il y a l'équipe qui travaille sur le projet, on va dire une équipe comme ici, qu'on a des équipes sur place, que normalement c'est avec qui tu passes la majorité du temps. Tu arrives là-bas, c'est l'équipe qui t'accueille, normalement tu fais, bon, nous on faisait toujours une réunion avec l'équipe au début de la semaine, au début de la mission on va dire. Et bon, pour avoir une idée. Non, la première réunion, c'était à la commission, à la délégation de l'Union européenne. Donc, une espèce de debriefing pour connaître après tous les projets pour tous les experts. Donc, après, tu faisais une réunion individuelle avec les task managers de ton projet pour connaître un peu la vision, on va dire, de l'Union européenne de ce projet, comment est-ce que ça marche, si tout va bien. Ça dépend si c'est une évaluation, un monitoring pendant que le projet est ongoing ou à la fin du projet, ça change beaucoup. Mais bon, il te donne son avis. Et après, bon, il y a une différence entre le gestionnaire du projet qui vient avec toi et qui essaye de te montrer que le projet marche très bien, que peut-être s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il va essayer de. Ça dépend, hein, c'est pas toujours comme ça. Mais bon, de les mettre un peu plus solides ou même de les couvrir. De l'autre côté, les bénéficiaires, c'est complètement de l'autre côté. Il va toujours demander plus. Parfois, ils sont très contents, mais
Normalement, ils sont un peu plus critiques et ils essayent aussi de dire que oui, que c'est très bien, mais qu'il manque ça. Donc, Ouais. c'est très différent entre le gestionnaire du projet et les bénéficiaires. Et du coup, ça permet de faire une balance plus objective. Oui, à la fin, parce que les bénéficiaires, c'est clair qu'il va toujours te demander plus d'argent, d'infrastructures, mais parfois, il ne comprend pas que le projet, il a un objectif, et un but Ah, c'est ça. qu'il doit attendre, et c'est pas qu'on peut faire n'importe quoi pour la communauté, surtout sur les projets ONG, parce qu'ils sont sur le terrain. Moi, je comprends très bien qu'ils ont des besoins, mais parfois, il oublie que le projet, il a un objectif et on doit aller pour cet objectif. On ne peut pas commencer à faire des... Ok. Ouais. Mais du coup, quand tu fais une évaluation, est-ce que tu tiens compte uniquement des objectifs, du cadre logique du projet, ou si le projet a été à côté des objectifs, mais a amené d'autres résultats positifs, est-ce que Bon, on en on va tient dire compte quand même ou pas? sur la méthodologie d'évaluation, C'est ça. tu dois tenir en compte aussi des autres choses. Il y a des questions, dans des différents critères que tu peux aussi je sais pas, analyser ou dire s'il y avait des énergies positives créées par le projet qui n'ont rien à voir, presque rien à voir Ouais. avec les objectifs du projet. Et ça, c'est un point positif, ça c'est clair. Même s'il y a, au contraire, s'il y a des synergies négatives, ou ils ont créé soit des problèmes dans un domaine différent à celle du projet. Mais c'est vrai que pour évaluer le projet, surtout, tu dois te concentrer sur les objectifs du projet. S'il y a des autres choses à côté des énergies positives, ça va mettre encore le projet dans un niveau plus haut. Ouais. Mais c'est vrai que même si parfois tu te laisses un peu porter par... parce que tu vois que oui, il y a des choses qu'ils sont en train de faire, tu vois les bénéficiaires, mais tu dois quand même suivre ce que le projet voulait attendre comme objectif. Parce que sinon, parfois, tu peux te laisser un peu Bah guidé oui. par les cœurs et pas regarder ce qu'il y a. Donc, mais Ouais. normalement, c'est pour ça, je pense que c'est pas que tu vas dans une évaluation, tu fais des questions et après tu écris ce que tu penses. Il y a beaucoup de, on va dire, background conclusion sheet, il y a beaucoup de questions que tu dois poser et tu dois répondre. Et si, même si tu penses que tu marches bien, mais il y a beaucoup de choses on va dire que des questions qui ne sont pas répondues ou qui ne sont pas arrivées au objectif, et tu dois penser que peut-être le projet ne marche pas si bien que tu as pensé parce que tu as vu Ok. les bénéficiaires qui se sentent bien, qui sont contents. Ok. Donc tu dois te centrer un peu, oui, sur les objectifs du projet et suivre un peu le cadre logique. Normalement, après, à la fin de la mission, moi, je faisais une autre réunion après avoir parlé avec tout le monde, avec l'équipe, et on prenait le cadre logique, presque activité par activité. Tu fais une analyse plus on va dire, objective du projet. Après, dans les résultats finaux, tu vas faire un balance aussi avec les contextes, mais tu dois savoir pour chaque activité où est-ce qu'on est, pourquoi, et si on est en retard, si c'est des raisons, on va dire, des problèmes du projet, ou c'est des raisons qui viennent de l'extérieur, comme ça. Donc, Ok. Et selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon évaluateur? difficile. Bon, je pense que tu dois avoir, on va dire, des compétences techniques pour pouvoir évaluer les projets. Qu'on apprend du coup par formation. Oui, oui, ça c'est clair. Oui, oui. Donc, que tu as la formation, que tu connais très bien le sujet du projet, donc que si c'est possible, c'est ton domaine. Donc, ça c'est une partie.
l'autre partie, c'est la connaissance de la méthodologie d'évaluation. Parce que sinon, on va mettre un peu les deux exemples. Tu peux avoir quelqu'un avec beaucoup de compétences techniques sur le projet, mais qui ne suit pas, on va dire, la méthodologie d'évaluation, du monitoring. Donc, il va peut-être regarder beaucoup les détails techniques, mais il faut regarder aussi un peu le contexte du projet en total et suivre un peu la méthodologie d'évaluation, parce qu'après aussi, ce qui est important dans les évaluations, c'est que plus ou moins tous doivent être faits de la même façon, parce que sinon après c'est difficile de comparer, parce qu'ils sont aussi un bout d'avoir des statistiques de comment ça marche la coopération en général. Donc il doit avoir la compétence technique, la compétence, on va dire, au niveau d'évaluation. Moi, je pense que s'il y a une partie humaine de comment pas d'être très bon, je ne dis pas ça, mais de connecter un peu, de faire savoir le genre du projet, les bénéficiaires, les contracting authority. Oui, d'accord, c'est une évaluation, mais que c'est aussi une façon de avoir quelqu'un de l'extérieur qui va te donner son avis, qui peut aider les projets et qui peut aussi donner des cas, des expériences qu'il a vues dans des autres projets, des solutions. Donc moi, je présentais toujours un peu cette partie-là aux bénéficiaires, aux contracting authority, à tout le monde. Et oui, c'est une évaluation, qu'après, oui, c'est vrai que c'est important, mais que finalement, ça va être plus utile pour eux s'ils te donnent l'information et peut-être tu peux donner des avis. Je dirais les trois choses. Okay. Un peu en balance entre tous les trois. Ok. Et du coup, un mauvais évaluateur? T'en as peut-être déjà rencontré ou... Oui, oui, oui. Bon, après, ici, il y a aussi deux versions. Il y a des mauvais évaluateurs parce qu'ils ne sont pas très rigoureux au niveau de rendre les rapports, qu'ils sont toujours en retard, que toujours il y a un problème de mon ordinateur et il y a un virus, des trucs comme ça. Donc, que ça peut arriver parce qu'ils ne travaillent pas très strict, ou parce qu'ils ont beaucoup de travail avec des autres projets, ils n'arrivent pas, mais bon, ça... Pour moi, sur le terrain, et je n'aime pas beaucoup les experts, et surtout c'est plutôt ceux qui pensent qu'ils sont très haut niveau techniquement, qui essayent de donner on va dire, des lections aux bénéficiaires, aux gestionnaires du projet, comme moi, je suis l'évaluateur, c'est bien ici, et ça commence à critiquer, à dire non, ça s'est fait comme ça s'est fait... Non, je pense que ça c'est un mauvais évaluateur. Je pense que tu dois à la première écouter, et comprendre très bien le projet, et après donner aussi des recommandations d'une façon, on va dire que les gens ils ne sont pas que tu viennes ici pour changer tout et qu'après 3 semaines tu connais plus du projet et du pays que les personnes qui sont là tous les jours. Comme ça. Ok. Ça on a vu. Et du coup, pourquoi tu as arrêté les évaluations? Oui, bon, ça fait, je rentre ici au VF il y a 1 an et demi. Donc depuis 1 an et demi, j'ai complètement arrêté. Un peu, c'est vrai que c'est la partie qui me manque le plus, les missions d'évaluation, et pas seulement parce que bon, il y a une partie tu voyages beaucoup, tu connais des gens, tu connais des cultures différentes, tu connais des pays avec les gens du pays, c'est pas comment aller dans un pays comme touriste, non, tu vas là-bas, peut-être tu vas pas dans des endroits que tu
tu vas visiter normalement comme touriste, mais tu vas dans des endroits que jamais une personne normale peut-être a l'opportunité d'y aller. Donc ça me manque pour ça aussi, mais ça me manque aussi pour cette partie du travail que vraiment ici on est en train de gérer des projets de coopération, pas tous de coopération, mais vraiment tu es ici à Bruxelles et tu ne vois pas vraiment les résultats, tu n'es pas en contact avec les gens. Mais c'est vrai qu'après 8 ans avec ça, donc en faisant un peu tous les deux, le management et aussi la partie expert, et ça me fait penser que je vais changer un peu, pas seulement faire des monitoring sur des projets et essayer une autre, on va dire un autre schéma. Et c'est vrai que je pensais, bon, je peux aller peut-être sur IBF dans ce cas-là, mais je pensais que j'aurais le temps de faire quelques missions. Mais pour le moment, c'était impossible. Je savais qu'avec Greg, maintenant, on a parlé que pour cette année, on doit essayer de quand même rentrer dans une mission PFM, donc Public Finance Management. Donc, mais pour le moment, j'arrive pas. Mais non, je ne sais pas que je l'ai arrêté, mais bon, je change d'entreprise. Et c'est vrai que de l'autre côté, c'était un projet, un gros projet qui faisait seulement des évaluations. Ici, c'est un peu, on a 27 projets, et c'est plus difficile de rentrer comme un sort de expert dans un domaine. Parce qu'ici, ils cherchent beaucoup des experts techniques. Et moi, dans les qualités qu'on a parlé des experts, je suis plus dans la partie, on va dire, méthodologie que dans la partie technique. Je fais un master maintenant en Public Finance, mais ça n'a pas l'expérience sur le terrain dans Public Finance. C'est très difficile d'envoyer mon CV. Ils m'ont dit oui, tu as étudié un master, mais tu n'as rien fait dans le monde. C'est difficile. Ok. Et du coup, je me suis rendu compte justement qu'il y a deux profils de génération peut-être, d'experts, enfin d'évaluateurs. Et donc il y a ceux qui, comme toi, se sont formés à l'évaluation et font des formations sur l'évaluation. Et il y a ceux qui, parce qu'ils sont experts dans un domaine, font des évaluations dans ce domaine-là. Et selon toi, c'est quoi les avantages, les inconvénients des... Je pense que tous les deux peut marcher, ça peut marcher très bien. Ça dépend un peu combien, pour les experts qui sont de très haut niveau techniquement, donc, et après ils commencent à faire des évaluations, je pense que c'est plus facile s'ils sont ouverts à prendre la méthodologie d'évaluation et l'appliquer, parce qu'ils ont déjà la connaissance technique. Je pense que c'est un peu mieux que, on va dire, des évaluateurs, parce que c'est plus difficile d'apprendre la partie technique. Si tu n'es pas un médecin, c'est difficile que tu vas voir un projet de health et tu vas avoir la connaissance dans ces domaines-là. Et tu peux voir un peu la vision de l'ensemble, mais dans des aspects techniques, c'est vraiment très difficile pour de pouvoir évaluer. Pour un évaluateur, on va dire méthodologiste. De l'autre côté, c'est plus facile, mais parfois ils sont très fermés parce qu'ils sont de très haut niveau techniquement. Et ils disent non, moi, la méthodologie, moi, je connais très bien comment est-ce que tu dois faire un téléphone, je connais tous les petits câbles, donc, mais je pense que s'ils sont ouverts, c'est plus facile pour une personne qui est de très haut niveau technique d'être un très bon évaluateur. Ok. Donc, c'est pas très bon pour moi. Mais... non, mais du coup, mais oui, je pense que... quelles opportunités pour des gens qui ont fait des études comme moi, par exemple. Parce que moi, j'ai fait un master en développement, en sciences de la population et du développement. Mais du coup, ça paraît très ouvert et on n'a pas d'expertise technique dans un domaine qu'on a étudié, le développement. Donc... Bon, je pense que là, il y a beaucoup d'opportunités plutôt dans la gestion du projet, parce que c'est la partie que tu vois un peu tout l'ensemble,
c'est bon que tu connais comment ça marche, parce que c'est vrai que la gestion du projet, ça peut être pour un projet de développement, ça peut être pour un projet d'une entreprise privée, parce que finalement, c'est marquer des objectifs et voir comment est-ce que tu vas atteindre des objectifs et faire une étude, comme on a parlé avec dans des réunions des stakeholders, des bénéficiaires, savoir comment il faut gérer les différentes relations entre eux. Mais c'est vrai que, et pour les domaines de l'évaluation, tu peux toujours rentrer, un peu comme moi, sur la partie, on va dire, connaître très bien la méthodologie et après voir des projets plutôt généraux ou plutôt de, je veux dire, on va dire l'expérience, non, la connaissance technique, c'est pas si important parce qu'il n'y a pas des choses, on va dire, au niveau technique. Je ne sais pas si c'est un projet d'une ONG qui, je sais pas, qui aide dans un petit village les gens pour, je sais pas comment, ce qu'on peut mettre comme exemple, mais que c'est pas que tu dois connaître, que tu dois être un ingénieur en eau potable pour connaître comment ça marche, mais que c'est aider toute la communauté à utiliser mieux des ressources de waste. Donc là, je pense que si tu as une très bonne connaissance de la méthodologie et une connaissance de comment ça marche la coopération et le développement, tu peux faire une très très bonne évaluation parce que finalement, la connaissance technique, c'est pas si assez important dans des projets comme ça. C'est vrai que si c'est un projet de santé très technique, de fournir un hôpital avec des matériels, clairement, nous, on ne peut pas le faire parce que tu dois connaître les matériels, tu dois connaître les différents choix qu'un hôpital peut prendre au niveau des matériels. Après, tu peux contrôler je sais pas, qu'il y a des formations pour le personnel pour utiliser ce matériel, que les formations a eu lieu, qu'elle espère qu'ils sont contents, qu'il y a une différence entre quand ils ont commencé des formations et à la fin. Mais tu ne peux pas savoir si vraiment c'est un matériel que c'est utile pour l'hôpital, si c'est vraiment utile pour la société, pour le village ou pour la société, parce que c'est une maladie ou quelque chose que tu vas trouver dans cet endroit. Parce que bon, ça c'est la partie. Et après, sinon, c'est formé dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Mais après, c'est difficile de rentrer. Parce que même si tu t'es formé, moi j'ai beaucoup d'expérience dans la finance, mais c'est la première fois que c'est très, très difficile. Mais c'est ça, mais ce que je me suis rendu compte en lisant les termes de référence, mais ici c'est surtout la Commission européenne, donc je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les termes de référence, mais que les experts qui sont demandés, c'est souvent avec 10 ans, 5 ans d'expérience. Mais du coup, on se dit d'où ils viennent, parce que c'est toute l'ancienne génération, parce qu'avant c'était peut-être plus facile. Et du coup, pour les nouvelles générations, à un moment donné, il faut le faire, l'expérience. Et donc... C'est très oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que si tu vois les team leaders qu'on a sur tous les projets, c'est des personnes de 60 ans, normalement avec une compétence technique très haut. Parfois, la gestion des projets, c'est pas son point fort. Mais c'est vraiment impossible de faire la concurrence avec des gens comme ça, avec un CV de 35 ans d'expérience. Et finalement, ici, surtout à la Commission européenne, parce que moi j'ai essayé de mettre mon CV dans quelques offres, et finalement, parfois elles m'ont mis, mais parfois elles m'ont dit non, on est sûr que tu peux faire le travail très bien, mais attends, c'est une CV qui va être dans la puntuation de la Commission européenne. Donc si se présente cette personne avec 45 ans d'expérience, que peut-être, et toi avec 15, il va donner 20 points à lui et 12 pour toi, donc on va perdre à la fin. Ouais. Donc oui, ça c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on est en train de couper un peu tous les jeunes évaluateurs
de plus en plus, ils sont devenus plus stricts dans ça. Oui. Ouais, parce que les dernières années dans le contrat Rome, au début, il avait ça de mentoring pour les juniors. Il avait 3 catégories, junior, medium et senior. Donc, vraiment, selon les types du projet, tu pouvais envoyer un junior, un medium pour des projets très complexes avec un besoin de compétences techniques très hauts, et des seniors, ou même des seniors avec un junior. Donc, la première chose qu'ils ont fait, ils ont coupé le mentoring. Donc là, bon, ils ont coupé les financements de mentoring. C'est vrai que l'entreprise peut toujours envoyer un junior avec le senior, mais il doit le payer de son poche. Donc finalement, l'entreprise ne le fait pas. Et ça, c'est depuis le Rome alors? Je pense que c'est pour les Roms et même pour les évaluations. Ouais. Ok. Pour tous les deux, les mentoring, avoir un budget pour former des juniors. Après, dans les derniers contrats, pas pour les évaluations, mais pour le monitoring, ils ont éliminé aussi la catégorie junior, et je pense que même la medium. Donc maintenant, c'est seulement des seniors, et avec minimum 10 ans d'expérience. Donc ça coûte beaucoup. Maintenant, on nous parlait qu'ils sont un peu flexibles, parfois des gens de 8 ans d'expérience, ils laissent passer comme senior. Mais sinon, pour les évaluations, non, encore, tu as 2 catégories, senior et junior. Donc, plutôt pour du travail, peut-être de recherche, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils demandent de très haut niveau du CV, au niveau du papier. Bon, ils sont de très bons experts, mais il y avait beaucoup de médiums très très bons qui faisaient des travaux super rigoureux et que maintenant ils sont en difficulté pour trouver des travaux comme évaluateurs. Mais c'est seulement la commission ou c'est toutes les agences qui font? Ça, je ne peux pas te dire parce que je surtout travailler avec la Commission européenne. Donc, je ne suis pas sûr si les autres sont aussi des standards aussi. Mais oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a un très grand décalage entre la génération de 50 ans et le jeune de 30 ans. Ils ont quand même 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience. C'est très difficile pour des gens pour faire la concurrence à des autres. Très difficile. Ouais. Et comment, du coup, on légitime une évaluation? Dans quel sens? Mais pourquoi on le fait? Et comment toi, tu justifierais le fait de devoir faire une évaluation? Bon, moi, je pense qu'il y a deux choses. Une, c'est la partie, on va dire, contrôle du fonds, de l'argent et tout ça. Que c'est vrai que les évaluations, c'est un exercice qui était fait depuis très très longtemps. Après, le monitoring a été créé un peu pour ça, un peu quelque chose de plus court, mais pour faire un contrôle presque tous les ans d'un projet, pour ne pas perdre, on va dire, le contrôle de ce qui se passe avec l'argent de coopération et développement. Donc, ça, il y a un parti qui c'est ça, c'est le contrôle la corruption, l'argent qui va dans des projets qui servent à rien, des choses comme ça. Ça, c'est une partie. L'autre partie, moi, je pense que c'est la partie que je mentionnais avant, que pas toujours on l'utilise comme ça, c'est la partie de aider le projet. Donc une évaluation, c'est pas seulement un examen pour un projet pour dire on va couper l'argent, on va dire que ce projet a été mal fait. C'est aussi la partie que je pense qu'avoir quelqu'un avec des compétences techniques ou des compétences de méthodologie qui peut donner un avis extérieur du projet différent à la personne qui est toujours dans les jours
day-to-day du projet. Et je pense que parfois ça peut aider beaucoup. Donc il y a une partie contrôle, aussi par rapport aux citoyens européens, hein, que parfois ils te demandent, oui, mais tout l'argent de la coopération, c'est l'argent qui est complètement perdu, qu'ils ne font rien. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des projets qui ne marchent pas, mais quand même, il faut avoir un contrôle pour savoir que tout l'argent Mais je pense que c'est comme une entreprise. Tu lances un projet, tu veux créer un département et tu dois faire des contrôles pour voir si ce département commence à donner un travail qui donne des profits. Et est-ce que tu sais si il y a toujours eu des évaluations dans la coopération au niveau de la Commission européenne ou bien si c'est venu... Bon, moi je pense que des évaluations, je ne suis pas sûr si c'est depuis le début qu'ils ont commencé avec on va dire, des fonds de coopération, mais oui, depuis très très longtemps. Les monitoring, c'est une partie de l'évaluation. Quand tu vois la Commission européenne, il y a le monitoring and evaluation, donc il y a la partie évaluation que c'est plus important, et la partie monitoring. Le monitoring a commencé, je pense, l'année 2000, 1998, quelque chose comme ça, avec un contrat global pour tout le monde géré par une entreprise. Donc il faisait le contrôle de tous les projets de coopération dans tous les pays terres. Et après, ils ont commencé à développer un peu ça. Mais je pense que l'évaluation, c'est depuis, je sais pas si depuis les débuts, mais presque. Ok. Pep, pep, pep. Vérité. Et est-ce que tu as de la famille ou des amis qui travaillaient dans le développement et c'est ça qui t'aurait donné envie de travailler dans le développement ou c'est vraiment... Ouais. Parce que ma famille, ils sont en Espagne, ils ont du travail, on va dire, normal. Comme mon père, il dit toujours, ton frère et ta sœur, ils ont une travaille, une est prof dans une école, et l'autre, il travaille dans une entreprise normale qui fait, je sais pas, des installations électriques. Et c'est vrai que pour lui, c'est très difficile d'expliquer mon travail à des amis, tu vois. Ouais. Oui, non, il va regarder des projets, il fait des évaluations, mais il fait aussi des choses. Bon, c'est très difficile. Non, mais ici à Bruxelles, beaucoup. Ouais. Parce qu'une fois que tu commences à travailler dans ce monde-là, et ouais, il y a beaucoup des amis maintenant qui sont des évaluateurs, qui travaillent dans la gestion des projets de coopération de développement. Il y a beaucoup qui sont passés de l'autre côté, donc maintenant ils sont à DEFCO, à la Commission européenne. Là, oui, beaucoup. Et en fait, moi, j'ai rentré à travailler dans ce domaine-là parce qu'il y avait un ami qui travaillait avec moi dans le secteur financier, qui lui, il a changé aussi. Parce qu'un autre ami il a proposé un poste et après 2 ans il m'a proposé la même chose pour moi. Et c'est vrai que pendant les 2 premières que lui il faisait ce travail et moi je suis resté dans le Bank of New York. Moi aussi il me racontait son travail et moi ouais tu voyages pour le monde et tu fais. C'est ça. Mais parfois c'est pour quelqu'un qui connaît pas les domaines, c'est pas difficile, c'est pas facile à comprendre. Oui. Ouais, je vois bien. Même moi, quand j'essaie d'expliquer ce que je fais comme étude, les gens ils sont là. Ah. Et tu vas faire quoi après? Oui, parce que si tu parles, je fais des coopérations de développement, ils pensent à des ONG. C'est ça. Que tu travailles sur le terrain avec les enfants et tu les aides et tout ça. Et si tu dis que tu fais des évaluations, ils pensent surtout à des audits. Oui. Donc vraiment, tu vas là-bas pour contrôler les finances du contrat, pour voir, parce qu'il y a beaucoup de corruption et tout ça. Donc, et bon, on va dire, pour moi, c'est pas ça. Tu dois contrôler, c'est une espèce d'audit aussi financier, mais il y a des autres choses derrière une évaluation au niveau méthodologique, au niveau de pouvoir aider les projets, de pouvoir. Après aussi,
au niveau statistique pour des, on va dire, les grands numéros de la coopération, des projets qui marchent bien et qui ne marchent pas. Il y a des ratios de combien ça coûte une évaluation par rapport au projet. Il y a beaucoup de choses derrière, mais bon, c'est vrai que bon, pour la question, oui, maintenant j'ai beaucoup d'amis presque dans les groupes, quand même, il y a 4-5 qui on a travaillé ensemble. Et après aussi pour trouver des boulots, tu parles avec quelqu'un. Bon, j'ai rentré ici parce que Susanna qui travaillait ici, il m'a dit bon, moi je pars à DEFCO parce qu'il a rentré à DEFCO et donc il reste un poste libre à IBF. Si tu veux changer, on peut parler avec Frédéric, je vais le recommander parce qu'elle faisait des missions pour nous dans un contrat précédent. Donc finalement, c'est vrai que c'est un petit monde. Ok. Et est-ce que tu vois des différences par rapport à l'époque à laquelle tu as commencé les évaluations et par rapport à maintenant? Donc même dans la méthodologie, l'évaluation ou les évaluateurs eux-mêmes, les profils des évaluateurs? Bon, dans des profils, non. On a parlé un peu de deux profils. Il reste un peu. C'est vrai que pour les gens qui sont plus méthodologistes, c'est plus difficile maintenant parce que les réquisitions de la commission ils sont surtout sur la partie technique. Et après, des changements. Bon, je pense qu'au niveau méthodologie, oui. Bon, il y a un peu la commission il essaie d'aller plus dans la direction du budget support, et pas des petits projets qui sont importants aussi, mais pas faire une petite sauce ici isolée qui a rien à voir avec des choses qui. Et donc il y a plutôt une approche globale, ça c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est comme ça revienne si tu parles si tu fais cette mémoire il y a 15 ans, peut-être un Oui, ils allaient expert qui dire va ça te aussi. dire la même chose. C'est Oui, ça. non, avant c'était plutôt des projets petits et maintenant. Oui. Donc vraiment, la coopération, je pense qu'il a en face toujours un peu le même problème et que parfois il ne réussit pas à les résoudre complètement. Donc la coopération entre les différentes la Commission européenne, les USAID, je sais pas, les Nations Unies, je pense qu'il y a 10 ans, et c'était le même problème. Non, on doit collaborer ensemble, il y a à la Fédération de Paris, oui, c'est la cohérence entre la coopération je ne dis pas qu'il n'y a pas un avancement dans ce domaine-là, mais c'est vrai que le problème, parfois, il appelle d'une façon différente, mais c'est vraiment les mêmes problèmes. Maintenant, ils ont éliminé, je sais pas si, je pense que aussi sur les évaluations, ils ont éliminé un peu l'impact. Avant, il y avait 5 critères, non? Ouais. Et donc, il y avait le quatrième, que c'était l'impact. Mais c'est vrai que dans un projet ongoing, l'impact, c'était surtout qu'est-ce que tu penses que. Parce que tu vois des choses qu'ils ont fait, mais voir l'impact au niveau global sur un objectif général du projet, c'était très difficile. Ouais, c'est plus hypothétique. Oui, c'était des hypothèses. Et vraiment, tu pouvais dire oui, ça et ça ne marche pas, mais si le projet réussit à mettre ça en place et faire ça, il va réussir à atteindre les objectifs généraux du projet. Oui, mais c'était vraiment des hypothèses. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est surtout parce que dans un projet ex post, oui, tu peux, dans une évaluation finale, on va dire, c'est plus facile de voir si vraiment, après 3 ans, 2 ans, il y a un impact sur une communauté, sur un pays. Donc oui, il essaye de faire des choses pour répondre aux problèmes, mais bon.
Ok. J'ai fait un peu le tour. Je sais pas si tu as encore des choses à rajouter, des choses que tu as envie de partager. Non, je sais pas, que ça me manque beaucoup. Non, c'est très chouette. Pas seulement vraiment voir un peu, parce que moi j'avais l'idée aussi que parfois, tu vois, l'argent de coopération de développement, à quoi ça sert. Et vraiment, je ne suis pas complètement comment est-ce que tu dis, délu, non, Déçu? oui, déçu, parce que je pense qu'il y a des très bons projets, programmes, qui vraiment ils font la différence dans des pays, dans des gens. C'est pas magique. Bon, vraiment, c'est pas que tu. Parce que les gens, tu dis non, c'est pas 24 millions d'euros. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais c'est pas 24 millions d'euros que tu donnes comme ça à quelqu'un, la première chose, parce que tu donnes je sais pas, à quelqu'un 24 millions d'euros, il ne sait pas quoi faire avec Ouais. ça. Donc, si tu commences à mettre des personnes de très haut niveau technique pour aider, il faut les payer. Et les gens, parfois, ils pensent que. Donc, je me souviens qu'il y avait cette député qui est avec lequel ça fait la première mission. Une fois, il me parlait d'un budget support, une water and sanitation, et à Samoa, non, qu'il a fait une évaluation, et c'était 45 millions d'euros, quelque chose sur l'argent. Et c'était pour mettre en place tout ça, tout un système pour tous les pays pour l'arrivée d'eau un peu dans toute l'île. Donc, et c'était un projet avec beaucoup de problèmes. Et il me disait, oui, attends, les gens ils pensent qu'avec 45 millions d'euros, c'était plus facile de, je sais pas, tous les 3 semaines, avec un avion, jeter Ouais. des perrières aux Evian à les gens, et comme ça, ils ont. Parce que, oui, c'est beaucoup d'argent, Ouais. mais c'est pas ça que tu dois faire. C'est vraiment un travail de mettre les infrastructures, mais aussi de former les gens, comment utiliser, comment est-ce qu'il faut, que tu peux pas faire des choses tu vois, dans des endroits qu'après ça va affecter l'eau. Il y a beaucoup de choses, moi je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais quand tu travailles dans ce domaine, tu commences à apprendre un peu que oui, 45 millions d'euros c'est beaucoup d'argent, mais que c'est pas ça. J'étais des bouteilles d'eau pour une île comme Samoa, que c'est 200 000 habitants. Donc il y a vraiment un travail derrière. C'est important. Ouais. C'est vrai que les experts prennent beaucoup d'argent aussi, hein, Ouais. mais bon, Il en faut. ouais. Ouais. Mais du coup, toi personnellement, c'est quoi que tu aimes sur une mission? Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de partir? Au De- niveau professionnel ou Professionnel et personnel? personnel. Bon, professionnel, bon, une partie c'était quand tu fais les rapports et tu penses que tu as fait un bon travail pour évaluer les projets. Donc à ce niveau-là, même si les bénéficiaires ou le contracting authority n'est pas content, mais que tu vraiment penses que tu as fait un bon travail. Si ça aussi donne un plus de pouvoir aider les projets, je ne sais pas combien d'émissions j'ai fait, mais je ne peux pas dire que dans toutes les missions, mais si dans une mission tu fais ton rapport, tu fais des choses d'évaluation, mais aussi dans la mission, parce que tu es là, tu racontes des problèmes, tu donnes aussi ton avis pour des problèmes. Et après, peut-être tu reviens dans 2 ans dans le même projet, parce que parfois, surtout sur le mode monitoring, c'était joli parce que tu peux aller voir un projet dans les premières années. Donc, là, surtout des problèmes, c'est des problèmes logistiques, des équipes qui viennent d'arriver, des relations avec des stakeholders et tout ça. Et après, peut-être tu reviens dans 3 ans. Et si tu peux voir que c'est pas que tu as, mais qu'il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a un évaluateur qui est arrivé un jour et a dit oui, ça c'est bon, mais peut-être c'est mieux
de faire, je sais pas, des réunions avec des bénéficiaires, d'essayer de prendre des autres communautés qui peuvent aussi, je sais pas, si tu vois ça, pour moi, ça c'est la partie, on va dire, professionnelle, que ça te donne quelque chose en plus. Sur la partie personnelle, c'est que tu te donnes l'opportunité de connaître des gens et des pays vraiment incroyables. Ça c'est pas maintenant, peut-être, je sais pas si ça va revenir à faire des missions. C'est sûr que pas comme avant, des 5 ou 6 missions par an. C'était des missions courtes, mais c'est sûr que non. Mais après, quand tu parles avec quelqu'un et l'expérience que tu as eue dans des pays que jamais j'avais rêvé d'y aller. Ouais. Donc, bon, tu peux y aller une fois, mais pour des vacances, mais et quand même, tu ne vas pas connaître les pays comme tu les connais quand tu vas travailler là-bas. Ouais. Tu es en train de travailler, tu es avec des gens locaux qui te montrent un peu. Et c'est vrai qu'il essaye d'être quand même assez sympa avec toi parce que tu es un évaluateur. Ça, c'est la partie que tu dois essayer de lui faire comprendre que c'est pas un examen, qu'il doit te montrer la réalité, pas flatté. Oui, pas seulement les choses qui sont très jolies. Ouais. Donc, c'est vraiment. Mais il y a aussi la partie difficile du travail, que normalement les experts, tu es dans un loop de chercher du travail tout le temps, parce que tu fais une mission de 1 mois, 2 mois et 3 semaines, mais quand tu es en train de terminer une mission, tu dois savoir si tu as une autre, tu dois les mettre tout, tu dois les... Parce que parfois, s'ils sont en même temps, tu dois dire non, et ça c'est la partie très dure. Tu n'as pas un salaire tous les mois, parfois tu as un très grand salaire pour 2 mois, mais rien pour 3 mois. Ouais. Donc ça aussi, il faut qu'on les gens, non, mais les experts, ils prennent beaucoup d'argent, oui, ils prennent beaucoup d'argent, mais... Ils ne travaillent pas tout le temps. Pas tout le temps, et c'est quand même fatigant. Hein. Et tu dois passer beaucoup de temps en dehors de chez toi. C'est ça. Ouais. Et sur une mission de 2 mois, par exemple, c'est 2 mois sur le terrain ou c'est... Bon, ça dépend. C'est comme ici, avec le Framework Contract, on a des missions qu'on a 40 jours. Tu vas sur le pays, tu restes 40 jours. Et parfois, c'est des missions de 40 jours, mais tu as 12 vols, donc tu dois aller-retour. Donc ça dépend. Ça dépend. Bon, des évaluations, c'est vrai que normalement, c'est pas des voyages de 5 jours. Hein. Non, tu restes, si tu as 2 mois, tu restes 1 mois, tu reviens, et après tu fais un autre mois. Le monitoring, c'était toujours 2-3 semaines d'un coup. Parce que c'était des missions plus courtes, tu ne peux pas faire aller au Fidji pour 3 jours, revenir en Europe et aller au Fidji une autre fois. Donc, donc là, c'était minimum 2 semaines, 3 semaines. En Afrique, c'était la même chose. Donc quand même, c'est 3 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, que tu n'es pas chez toi. Ça demande des sacrifices. Ouais. Et pour la TC, normalement c'est différent parce que tu as un projet, tu vas être le gestionnaire du projet, le team leader, et peut-être c'est pour 4 ans, mais ça peut être différent parce que tu peux déplacer ta famille. C'est dur aussi, parce que quand même tu peux déplacer tes enfants, mais pas tes parents, pas tes amis, donc tu vas dans un pays pour 4 ans. Merci, bon, ça te donne que tu connais des gens sur le pays et tu fais des nouveaux amis et tout ça. Moi, je n'ai jamais fait des missions long terme. C'est toujours plutôt des monitoring, évaluation, donc maximum 1 mois. Ok, ça va. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne sais pas encore, on verra. Il y a tellement de possibilités que je ne sais pas. J'ai vraiment adoré mon stage l'année dernière. J'ai fait mon stage à la coopération belge. Et j'avais vraiment adoré ça.